de notre association, d'avoir répondu présent et en nombre. On est un groupe de 65 ce soir pour fêter notre association, puisque ce soir, notre association a 18 ans. Voilà, ça devient une jeune majeure, notre association. Donc on est plutôt content. Et après, pour fêter l'événement, on va poursuivre la soirée au restaurant. Avant de commencer, je voudrais également remercier Colette Nucci. On est vraiment des amis de la famille là, du Théâtre 13, c'est nous petit. Du Théâtre 13, ça fait quand même pas mal d'années que l'on vient, on est toujours aussi bien accueillis. Donc Colette Nucci, comme dit Michel Drucker, si vous nous écoutez, on pense bien à vous et on vous remercie. Oui, on peut la remercier, absolument. Merci également, elle ne m'entend pas parce qu'elle est au fond de son lit, elle est malade en ce moment. Et, elle a tout fait pour que cette rencontre soit possible. Isèle Bazin, la responsable du service collectivité. Merci Isèle. Alors là, il y a 2-3 applaudissements, c'est gentil, ça va la toucher. Mais là, par contre, je vais vous demander de faire une ovation à celle qui a quitté une soirée pour nous rencontrer. Et une fois que la rencontre sera terminée, elle va se dépêcher de regagner sa soirée. La metteuse en scène de la soirée, Justine Edman. Voilà. Et merci, mais oui, mais les applaudissements, c'est des bravos, c'est des merci, on va voir s'il y a des bémols, hein. On va donner tout à l'heure la soirée, je dis n'importe quoi, on va donner la parole à la salle tout à l'heure, j'ai pas l'impression qu'est-ce qui se passe? Comment? Ah ben venez, 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 ce n'est pas folie que de nous rejoindre, venez. Bonsoir Bertrand, bonsoir. Roxane, mais très bien. C'est bon, il n'y a plus de comédiens. On va être comme à l'école, on fait la paix. Il y en a. Alors des comédiens timides, ça existe? Venez, alors là. Donc vous l'avez compris que ce n'était pas prévu la présence des comédiens, donc c'est vraiment la surprise du chef, on est super contents. Qu'est-ce qui se passe? Venez. Vous êtes tout timide, après une performance comme ça, c'est drôle de vous voir timide quand même. Ah oui, c'est comme ça. Hein. Bah oui, je comprends, c'est une belle explication, c'est comme ça. Ouais. Tout est dit dans ce c'est comme ça, absolument. Alors, on en était au tout début, on en était aux présentations de notre association, donc nous sommes l'association Petit Théâtre entre amis. Donc vous voyez, vous n'avez rien à craindre, on est des amis, des amoureux, des amateurs. Tout le monde fait partie de l'association? Non, il y a des intrus, mais avec plaisir. J'ai dit à la dame, je ne fais pas partie de l'association, est-ce que je peux rester? Mais bien sûr, madame, vous êtes la bienvenue, il n'y a aucun problème. Et donc ça fait 18 ans que nous battons pour faire venir le public au théâtre, leur faire découvrir les différentes formes théâtrales. Pour vous donner une petite idée, on sort de Fric-Frac. Michel Faux, Théâtre de Paris, donc ça n'a strictement rien à voir. Et c'est ça qui est bien dans notre association. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Rien, parce qu'on est, je sais que vous êtes assez pressé. Donc, puisqu'on est dans les présentations, je vais vous demander, j'ai préparé une question présentation pour vous. Pour vous, vous allez vous présenter vous-même, comme des grands. Mais là, pour l'instant, j'ai une question à Justine. J'ai un peu travaillé l'entretien, j'ai vu quelques interviews, notamment une très intéressante. Non, n'ayez pas peur, il n'y a aucun problème. Elle essaye de lire mes notes, il n'y a aucun problème. Voilà, mais non, mais il n'y a aucun problème. Le Figaro dit de vous que vous êtes vraiment une enfant de la balle, avec un père metteur en scène, Philippe Hellman, il a fait tourner les plus grands, Jeanne Moreau, Michel Serrault, Philippe Noiret, Toretto, j'en passe évidemment, avec une maman sœur aînée de Isabelle Huppert. Vous avez eu... Ah. On revient, on va dire au revoir. Il n'y a pas de souci, Elle s'excuse de partir, c'est extraordinaire. Ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc vous avez eu votre premier choc théâtral à 4 ans, j'ai vu ça, 4 ans, avec cette pièce de Goldoni Les Rustres, avec Galabru et Rosivart, ça devait être génial. C'était trop marrant. Bah oui, je me doute. Alors, après des... Comment? À 4 ans? À 4 ans, comment? Non mais ça va, je vais parler fort. Oui. Parce que là, Ok. Donc je disais que voilà, 4 ans, premier choc théâtral. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs à 4 ans, moi pas trop. Donc là, Justine, oui, elle a vu Goldoni et puis Michel Serrault, Galabru et Rosivart. Et puis des études à Hippocagne, des études en lettres modernes. Et puis après, vous avez été lauréate à 20 ans
d'un concours organisé par la Fondation de France. Ça consistait en quoi ce concours? Parce qu'apparemment, ce concours va être le début de l'aventure. Mais c'était quoi ce concours de la Fondation de France? Non, mais en fait, c'est un peu pas exactement ça. D'accord. Donc, c'est pas grave. Moi, quand j'avais 20 ans, j'ai fait un concours qui n'était pas organisé par la Fondation de France, qui était organisé par la Française des Jeux. Et qui s'appelait « À 20 ans, il n'y a pas que la chance qui gagne ». Et c'était en fait des projets... Vous n'entendez pas? Est-ce qu'on pourrait avoir un micro? Attendez, je vais chercher. Allez-y. Est-ce que vous pourrez vous rapprocher? Ah oui, aussi. Il y a ça aussi. Ça y est, on a fermé les portes derrière. Ça va marcher, je ne sais pas si Clément il est là. Coupé C'est le marron. Ouais. Allô? Je vais juste boire un verre d'eau, je reviens. Pas de souci. Ce soir, c'est moi qui donne les billets de sortie, donc revenez vite. Alors, Eh ben voilà, super. Donc, Justine, donc allez-y, c'était donc la Française des Jeux. Voilà, donc c'était un concours qui était organisé par la Française des Jeux et donc il y avait 20 projets de personnes qui avaient 20 ans. Mais c'était très divers. Il y avait des projets de sciences, de recherche. Et moi, j'avais un projet plutôt socioculturel. Et du coup, j'ai fait partie des 20 lauréats. Et on a eu une bourse pour faire ce projet. Puis ça a été effectivement l'impulsion de la création de la compagnie. Et ensuite, on a eu une bourse de la Fondation de France pour un autre projet socioculturel. Mais c'était pas un concours, quoi. C'était la Fondation de France, ils donnent des bourses tous les ans pour des projets plutôt humanitaires. Et le début de la compagnie, c'était le projet, c'était plutôt quelque chose de socioculturel. L'idée, c'était de créer un atelier dans une cité, vraiment dans une cité, au sein de la cité, avec des jeunes qui étaient en France depuis pas très longtemps, et de leur faire travailler la langue française par le théâtre. Et puis on avait écrit une pièce avec eux, on avait fait des festivals. Donc la compagnie, elle a été d'abord créée pour mener des projets comme ça. Et puis petit à petit, je me suis mise à la mise en scène après ça. Mais donc la Fondation de France, c'était après. D'accord, très bien. Alors donc, je Vous parlez de votre compagnie, elle s'appelle la Seuil ou Soi Création, comment on dit? Alors elle s'appelle Seuil Création, comme en espagnol. Seuil, je suis. Voilà. Je suis la création, c'est pas du tout, c'est très modeste. Je suis Dieu sur la Voilà, je suis Dieu. J'avais 20 ans, je trouvais ça super. Voilà. D'accord. Et Voulez nous présenter votre compagnie? C'est toujours les mêmes comédiens qui jouent? Comment ça se passe? Quels sont vos critères de sélection des spectacles? Non, alors c'est pas une troupe. En fait, c'est assez rare quand même, les troupes. Les vraies troupes, il n'y en a pas tant que ça. Les vrais collectifs, c'est vraiment pas du tout comme ça. C'est à chaque projet, tout se reforme. Après, il y a des personnes avec qui j'ai travaillé, avec qui je retravaille. C'est complètement possible. Mais moi, j'aime bien faire des projets avec des personnes nouvelles. Et puis ça marche par pièce, par projet, quoi. Après, nous, on a la politique un peu de la compagnie, c'est de faire des pièces qui rassemblent les générations, c'est-à-dire qu'on peut voir à tout âge, mais qu'on n'aura pas forcément, on verra pas forcément de la même manière, et des choses qui sont divertissantes, mais en même temps qui amènent une réflexion. Voilà, c'est un peu le but. Donc on essaie de faire des spectacles qui parlent, par exemple, avant j'avais monté Les Petites Reines, qui était un spectacle sur le harcèlement en milieu scolaire, et c'était vraiment une comédie. Donc c'était d'essayer d'attraper des sujets graves de société par un pan de divertissement, de spectacle, quoi, on va dire. Voilà. Bon, là, La Dame à Bois, c'est une pièce classique, donc du coup c'est différent, mais voilà. Alors, donc après Les Cuisinières de Goldeny, La discrète amoureuse de Lope de Vega, vous voici de retour au Théâtre 13. Alors, on va bien sûr parler dans quelques minutes de La Dame à Boba, mais j'aimerais bien que vous nous parliez d'abord de ce Théâtre 13 que l'on connaît très bien. Vous êtes un peu comme Alexis Michalik, vous êtes une habituée de cette salle. Pourquoi cette fidélité? Parce que Colette Nucci, la directrice, elle laisse vraiment beaucoup de liberté au metteur en scène. Et puis c'est une vraie collaboratrice, c'est vraiment quelqu'un qui
qui porte les projets, qui les soutient, que ça marche ou que ça marche pas d'ailleurs. Voilà, elle est très, elle est vraiment à l'initiative en fait des projets. Donc c'est vrai que moi je connais peu de directeurs de théâtre qui ont cette énergie, cet engagement en fait avec les metteurs en scène qu'ils accueillent. Et on sait qu'ici on peut tenter des choses. Elle est très ouverte, c'est-à-dire qu'elle peut aimer des choses contemporaines comme des choses classiques. Elle a des goûts très variés et elle accompagne vraiment les projets qu'elle choisit, et dans le succès ou dans l'insuccès, quoi. C'est quelqu'un qui est vraiment très précieux. Donc c'est pour ça que je pense qu'elle a beaucoup de metteurs en scène qui sont très fidèles autour d'elle et de compagnies qui ont envie de revenir. Et puis après, elle sait aussi très bien s'entourer, c'est-à-dire qu'elle a vraiment une équipe technique et administrative qui est formidable, qui est très présente, très dynamique et qui fait du mieux qu'ils peuvent pour faire que les projets fonctionnent. Donc je crois que c'est ça aussi qui rend ça attrayant, quoi. Alors, La Dama Boba, c'est une pièce, on dirait pas, hein, mais elle a été écrite en 1613, c'est incroyable. C'est vrai que c'est vraiment la magie de la mise en scène, on dirait que ça a été écrit avant-hier. Donc c'est donc votre deuxième incursion dans l'univers de Lope de Vega. On peut dire que c'est le Molière espagnol, hein, c'est une... Voilà, c'est un résumé qui convient à tout le monde. C'est vrai qu'il n'est pas très connu en France, j'ai un peu honte de dire ça, mais c'est vrai que Lope de Vega, moi je le découvre ce soir. Vous dites... Non, j'ai vu. Attentif. Donc vous dites, son théâtre est une mine d'or encore inexploitée. Alors ma question est simple, hein. Quand j'ai une phrase comme ça, j'ai envie de vous poser cette question. En quoi l'œuvre de Lope de Vega, pour vous, est-elle si riche? Et comment expliquez-vous d'ailleurs, ça m'interpelle un petit peu, on voit la qualité de ce texte, comment expliquez-vous qu'elle soit si peu connue en France, que cet auteur soit si peu connu en France? Alors, donc Lope de Vega, effectivement, il a écrit beaucoup de pièces. Des comédias, comme ça, j'en ai écrit 200 à peu près. Je ne sais pas si elles sont toutes bien. Hein. Peut-être qu'ils ne sont pas bien du tout, mais il est très prolifique. En Espagne, c'était une époque où on écrivait beaucoup, parce qu'on écrivait pour beaucoup d'événements, des fêtes, et puis les spectacles jouaient 6 jours pour tel événement, tel événement religieux ou fête populaire. Donc ça fait qu'il y avait beaucoup de moments pour écrire, quoi. Enfin, voilà. Donc il y avait beaucoup d'occasions pour écrire, donc il y avait beaucoup de choses qui s'écrivaient. Donc c'est pour ça que c'est très prolifique. Et lui, en fait, il fait partie du siècle d'or espagnol, donc qui est vraiment un mouvement littéraire qui a secoué l'Espagne à un moment où l'Espagne était très conservatrice, très sage, très religieuse, et a remis en cause, a bouleversé l'ordre établi. C'est un peu ce qui se passe d'ailleurs dans la pièce. La Dama Boba, c'est aussi un personnage qui bouleverse l'ordre établi et les croyances. C'est-à-dire que la pièce est très drôle, mais elle est aussi très philosophique. C'est vraiment une époque où il y a le questionnement de la Terre est ronde, la Terre est plate, est-ce que l'âme existe, etc. C'est des choses qu'on retrouve dans la pièce. Et finalement, cette Dama Boba, il a pris sa société à lui, il la met dans une micro-société. Et comment cette jeune fille qui pense différemment va exploser les codes établis. Donc c'est un peu ce qu'ont fait les auteurs du siècle d'or espagnol. Et il y avait Calderón, qui est beaucoup plus connu, lui, en France, Lope de Vega et Tirso de Molina. Et c'était vraiment Calderón qui était plus sérieux, plus cérébral. Tirso de Molina, c'était un peu le comique galant. Et Lope de Vega, c'était vraiment le déglingué, quoi. C'était vraiment celui qui faisait que des comédies un peu délirantes, sans beaucoup de limites, très longues, voilà. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup de conflits entre Calderón et lui, parce que Calderón trouvait qu'il écrivait de façon très vulgaire, que ce qu'il voulait c'était plaire au public, aucune réflexion. Voilà, ils se disputaient beaucoup, ils envoyaient des lettres, une espèce de lettres comme ça que j'avais lues, entre les deux, qui est très drôle, où ils s'envoient des joutes comme ça. Mais ils faisaient quand même partie du même mouvement littéraire. Donc voilà. Et pourquoi c'est inexploré? Parce que c'est un problème de traduction. C'est-à-dire que la traduction en France, elle est très peu financée. Il y a peu de systèmes de financement. Donc, quand c'est un auteur contemporain, par exemple Denis Kelly, vous voyez, c'est un auteur anglais très à la mode. Il est à la mode en Angleterre en ce moment, donc il a un agent en France. Les choses vont être faciles en fait parce qu'il y a
c'est maintenant, les acteurs s'en emparent maintenant, des acteurs un peu connus peuvent le jouer. Donc on va pouvoir trouver du financement. Les éditions L'Arche, qui sont celles qui éditent Denise Kelly, vont avoir de l'intérêt en fait à l'éditer, puisque ça va être joué tout de suite par des gens un peu connus dans des théâtres très grands. Donc les textes vont être vendus. Voilà, c'est des enjeux en fait assez économiques. Et la traduction qui naît dans le domaine public, c'est-à-dire qui fait vraiment partie du patrimoine passé, il n'y a pas d'aide du tout, pas de subvention pour pouvoir traduire ça. Donc s'il n'y a pas un metteur en scène, par exemple Goldoni, c'est très connu en France parce que Streller l'a monté, qui est un très grand metteur en scène, donc ça a été très populaire en France. Et puis après, il y a Jacques Lassalle qui s'y est beaucoup intéressé dans les années 70-80, et donc qui a vraiment retraduit toute une partie de l'œuvre de Goldoni. Et suite à ça, la Pléiade a décidé de faire une édition sur Goldoni. Et Lope de Vega, il n'y a pas eu ça en fait. Donc c'est juste pour ça. C'est parce qu'il faut qu'il y ait un grand metteur en scène qui décide de s'en emparer avec un traducteur et un éditeur, et ensemble ils vont pouvoir financer cette traduction. Nous, en fait, on le fait un peu à l'artisanale, quoi, avec Benjamin Penamaria qui a traduit. On met 1 an pour le traduire, on fait ça quand on a du temps, mais on n'est pas payé pour le faire. Non, enfin après, on touche les droits d'auteur, tout ça, mais c'est pour ça que c'est peu, il n'y en a pas beaucoup, en fait. Mais il suffirait que d'un seul coup, un éditeur s'y intéresse, ça peut tout changer, quoi. Donc vous citez Benjamin Penamaria pour la traduction. J'ai vu que vous aviez participé à l'adaptation. Ça consiste en quoi votre travail d'adaptation? Alors l'adaptation, en fait la pièce elle est très très longue au départ. La pièce originale c'est vraiment très long. Ça commence pas du tout pareil. Au début il y a une grande scène qui se passe à cheval dans la campagne. Bref. Donc déjà la grande scène qui se passe à cheval dans la campagne, c'est pas possible, on la coupe parce que c'est compliqué à jouer. Donc après voilà, c'est surtout d'arriver à un format de durée qui correspond à aujourd'hui. En fait, ces pièces-là, c'est pareil, à l'époque, elles étaient jouées dans des contextes très festifs souvent, et donc il y avait quelque chose où il fallait tout le temps, enfin les gens ils regardaient un peu la pièce, puis après ils allaient faire un autre truc, ils allaient boire un coup, ils revenaient. Donc du coup il y avait quelque chose dans l'écriture de très previously, quoi, genre et maintenant on vous redit, mais que vois-je, mais je l'ai encore. Ce qui est un peu d'ailleurs dans la pièce comme ça, mais qui est assez charmant, mais alors dans l'œuvre originale c'est sans arrêt, quoi. C'est-à-dire que les valets ils font que de répéter les trucs que Laurencio a dit ou a fait, enfin voilà. Il y a un tout petit peu ça là encore, mais c'est beaucoup moins. Donc déjà, nous on a essayé de densifier, c'est-à-dire que ça correspond à une durée que les gens ont l'habitude de regarder aujourd'hui, donc 1h45 c'est pas mal pour un spectacle comme ça. Donc, et puis d'enlever cette dimension-là de répétition qui était très importante à l'époque. Ensuite c'est une pièce où il y a énormément de personnages. En fait il y a 3 valets, c'est-à-dire que tout le monde a un petit valet, quoi. 3 suivantes, enfin, des musiciens, il y a un groupe, enfin, sur scène, quoi. Voilà, c'est une très grosse production. Donc c'est pareil, c'était aussi un contexte qui n'est pas du tout le même économique. Et puis c'était des grandes troupes, il fallait écrire pour tout le monde. Et donc Lope de Vega, il écrivait un peu des rôles, tous les comédiens qu'il aimait bien, et voilà, sauf que là, on est dans des configurations économiques qui sont différentes. Et c'est pas que ça, c'est-à-dire qu'aussi, je trouve que du coup, moi j'aime beaucoup par exemple ce qu'on a fait du valet. On a fait un personnage, alors qu'il est multiple dans la pièce, et je trouve qu'on a réussi à faire vraiment quelque chose de bien avec ce personnage-là, de cohérent, qui fonctionne bien. Il est un peu espion, il est un peu espion parce qu'en fait, il y en a 3, donc normalement il parle à 3 personnes différentes. Donc là c'est un peu curieux, il recueille les confessions de tout le monde, donc il a un côté un peu espion qui regarde comme ça, enfin, qui va très bien avec la personnalité de l'acteur en plus, mais du coup c'est vrai que dans la pièce originale c'est pas du tout comme ça, c'est vraiment beaucoup plus classique, quoi. Chacun a son valet, il lui parle, lui dit oui j'ai ça comme problème, alors que là c'est la même personne qui va recueillir toutes les confessions. Et à la fin d'ailleurs j'aime beaucoup quand Turin il dit oh bah non mais je peux plus parler. Il allait tellement loin là-dedans que maintenant il est désarmé, il sait plus quoi faire. Donc ça par exemple c'est ça adapté. Et la suivante c'est pareil, il y en a plusieurs, on en a fait une seule, et voilà, c'est beaucoup ça en fait. Et après la fin, l'adaptation c'est beaucoup avec les comédiens, où en fait il y a beaucoup de libertés qui ont été prises dans le texte, et on fixe ces libertés qui font aussi partie de l'adaptation, mais qui ne sont pas des libertés prises au hasard, c'est des libertés qu'on a vues en répétition et qu'on a fixées parce qu'on les trouve pertinentes, ou particulièrement insolites et donc particulièrement drôles, et on essaye de les garder, d'en faire vraiment quelque chose, quoi. Donc voilà.
Super. Alors, est-ce qu'il y a des questions, Judith? Parce qu'aujourd'hui, on va voir la Dame à Boba en Espagne. Est-ce qu'ils font des adaptations aussi, pareil? Oui, je crois. Enfin, moi, j'avais un peu cherché. Il y a beaucoup de choses. En fait, la Dame à Boba, c'est beaucoup monté en Espagne parce que c'est une de ses pièces les plus connues à Lope de Vega. Un peu comme Les Femmes savantes en France, c'est une comédie très étudiée à l'école et tout ça. Donc, j'avais vu, oui, c'est très varié, il y a vraiment tout, il y a des adaptations hyper rock'n'roll, des trucs très classiques. J'avais vu aussi qu'il y avait une adaptation pour les enfants, donc avec beaucoup de coupures et qui durait 1 heure, qui avait l'air bien d'ailleurs. Et vous avez plutôt gardé l'essence très centrée autour du personnage de Fina, du maître, puis l'histoire d'amour, voilà. Non, je pense qu'il y en a aussi. Et après, c'est aussi joué en entier dans des festivals un peu plus spécifiques et les œuvres sont jouées totalement en entier. Et l'introduction de chants, ça relève de votre adaptation ou il y a toujours eu des chants dans... Il y a des chants dans la pièce, après c'est pas ça. Mais... Britney Spears, je pense pas, non. Il y a des chants, oui. Le PDG, c'est très chanté. C'est très chanté, très dansé, c'est très avec des moments de ballet, de chant, tout le temps dans toutes ces pièces. Mais c'est pas du tout comme ça, mais en fait c'est déjà présent, mais dans l'écriture, il y a déjà... C'est déjà très chantant dans l'écriture. Ouais, voilà. C'est tout. Voilà. On va lui donner Non, mais la parole. oui, non, Il va mais- garder le micro, oui. Mais non, je voulais dire que déjà dans l'écriture, moi, quand j'ai découvert le pièce, bien évidemment. C'est anglais. Are you Yeah. English? Alors pas du tout. Non, quand j'ai découvert la pièce, j'ai trouvé ça très très musical. Alors après, je ne sais pas dire espagnol, mais en tout cas, dans la traduction, il y a quelque chose de très très rythmé, qui est déjà dans le texte, qui est présent dans le texte, qui est aussi présent dans la mise en scène, je crois. Je suis sûr. Il y a quelque chose de musical, ouais, de très sonore, de très chantant, je trouve, déjà dans l'écriture. Voilà. Garde le micro. Donc déjà, merci d'être resté parmi nous. Comment tu as rejoint le projet? Moi, j'ai passé une audition avec Justine, on ne se connaissait pas, et puis il y a un an, je crois, il me semble. Voilà, on va dire un an. J'ai passé une audition. Moi, j'ai fait une école, j'ai fait le Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. Beaucoup trop long, cette histoire. Mais c'est donc le conservatoire, un des principaux. Voilà. Et donc Justine a fait passer des auditions. En fait, moi, je suis sorti de cette école il y a 3 ans. Et après, j'ai eu accès à un endroit qui s'appelle le Jeune Théâtre National, qui est un endroit qui nous fait passer des auditions. En fait, les metteurs en scène, s'ils ont une pièce à monter, ils peuvent faire toc-toc à la porte du JTN et du coup rencontrer les jeunes comédiens qui sortent de l'école. Donc c'est comme ça que moi, ainsi que Roxane qui joue Finéa, ainsi que Lisa qui joue la suivante, on a été castés. Après, donc voilà. Je crois que Justine connaissait aussi d'autres comédiens et comédiennes avec lesquels elle avait déjà travaillé. Mais enfin, voilà. En tout cas pour moi c'est comme ça que j'ai rencontré. Donc, voilà. Bien, super. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Vous allez continuer à la jouer, la pièce? Je crois que c'est l'avant-dernière, c'est ça? C'est là. Ici, demain c'est la dernière ici. Après on a 3 dates en lieu parisienne, à Saint-Cloud, Rueil-Malmaison et Chaville. Et puis après je crois qu'il y a des dates qui... L'année prochaine, ouais. Pour l'année prochaine, On ouais. essaie de faire une tournée entre mars... On essaie de faire une tournée entre mars et juin l'année prochaine. Mais voilà. Donc Saint-Cloud et tout ça, c'est bientôt, Chaville? Ouais, C'est là, en avril. Mars-avril, ouais. Vous recommandez? Voilà, oui. Je crois que ouais, c'est complet. C'est complet? Ah ouais. Ouais, je crois. Mais presque, je crois. Oui. Est-ce que pour les non-hispanisants, vous pouvez un peu traduire le titre? La Dame à Boba, ça veut dire la demoiselle idiote. Et le sous-titre, c'est une traduction ou pas? Non, le sous-titre, c'est nous qui l'avons rajouté. En fait, au début, la pièce avait la Dame à Boba, donc la demoiselle idiote ou nièce, enfin, bébête, quoi. C'est pas vraiment, c'est bébête, Boba, en fait. Et en fait, je trouvais ça pas très beau en français. Moi, j'adorais la Dame à Boba, je trouvais ça très, très gracieux. En fait, personne ne comprend. Et au début, quand j'ai commencé à dire que j'allais monter ça, c'est plutôt les coproducteurs, enfin, justement, les Royer Saint-Cloud qui va jouer, disaient, mais c'est pas possible, tu peux pas appeler une pièce que personne ne comprend rien au titre. Et donc, moi, j'avais pas très. Enfin, avec Benjamin, donc on a cherché un titre, on a passé, mais j'étais en tournée avec un autre spectacle, et on s'envoyait des textos et on a passé, mais. 48 heures, enfin, mais le titre c'était pas possible, enfin, on a trouvé des titres, c'était vraiment n'importe quoi. Parfois on trouvait ça bien, on était c'est pas mal, et quand je l'ai lu, je me suis dit, mais non, mais quelle horreur. Donnez-nous un titre qui a été par censuré. exemple, non, mais c'était joli, mais c'était beaucoup moins bien que la Dame à Boba, il y avait l'idiote prodigieuse, enfin, des choses comme ça, mais bon.
Et le sous-titre? Moi, j'avais les sous-titres, du coup, comme on n'avait pas trouvé un titre en français, mais qu'on voulait quand même que ce soit compréhensible, on a mis un sous-titre, celle qu'on trouvait idiote, pour que les gens aient des repères. Bon, après, moi, je sais pas trop, j'ai l'impression que du coup, la Dame à voix, maintenant, ça suffit, mais je pense que ça a pas mal rassuré. Voilà. Et mais en espagnol, il y a un titre, il y a un sous-titre, mais qui n'est pas ça, c'est L'amour est un bon maître. Ça s'appelle la Dame à voix ou L'amour est un bon maître. Ah oui. Pas mal aussi. Ouais, c'est très beau. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, oui, c'est toutes les générations. Les scènes qui sont un peu sportives, certaines scènes, ça a l'air très épuisant. Voilà. Oui. C'est à l'époque, il les faisait comme ça, à peu près. Je sais pas. Je sais pas. T'es pas encore née. Mais écoute, je pense que chaque mise en scène a une façon d'interpréter les scènes. On peut décider qu'elles sont comme ça ou pas. Mais je sais pas, peut-être Antoine, c'est une autre question. Après, je pense que c'était peut-être une autre époque. C'est sûr d'ailleurs. Peut-être partout ce soir, peut-être. Peut-être que. On est sûr de rien. Non, peut-être qu'il y avait une façon de jouer qui était, j'en sais rien, peut-être plus classique. Peut-être qu'il y avait des costumes qui étaient plus, je suppose. Peut-être que les costumes devaient être plus fournis. Du coup, forcément, je suppose que les femmes avaient des grandes robes ou des corps très corsetés. Alors je dis n'importe quoi, voilà. Mais peut-être. En fait, justement, l'OP des Végas, c'était pas trop comme ça. C'est vachement intéressant ce que dit Antoine, parce que c'est vrai qu'à l'époque, il y avait de la machinerie déjà. Enfin, sur scène, beaucoup, c'était la mode de la machinerie. On faisait des... Je sais pas si vous avez vu Amadeus. Bah oui. Dans Amadeus, vous voyez, il y a vraiment des effets spéciaux sur scène. Enfin, il y a des espèces de trucs. Enfin, on voit que c'est chargé, quoi. Donc on découvrait un peu tout ça. C'était très chargé. Les costumes étaient énormes. Sauf que l'OP des Végas, lui, il n'aimait pas du tout ça. Donc il mettait aucun décor à part des bancs. Et justement, les comédiens, ils n'étaient pas trop vêtus. Enfin, ils avaient des costumes qui n'étaient pas trop encombrants. Donc, parce qu'ils voulaient qu'ils aient un jeu quand même assez physique. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire assez physique à l'époque? Je sais pas trop. Mais en tout cas, ça se définissait, ça se démarquait déjà un peu comme ça. Et donc, c'est ce dont tu parles, ce jeu physique assez puissant, très fatigant. D'ailleurs, les acteurs sont très fatigués à la fin. Je pense que c'est un peu induit dans l'écriture, parce que moi j'ai lu beaucoup de textes qu'il a écrits théoriques sur le théâtre, et il défend vraiment ce besoin d'énergie, de besoin de voir les corps, de voir la scène, et de ne pas avoir à indiquer. Il disait, on n'a pas besoin d'autre chose qu'une plante verte pour figurer une forêt. Voilà, pour lui, en cela c'est très élisabétain, c'est très shakespearien, mais du coup c'est vrai que ça induit quelque chose de déjà physique dans l'écriture. Après, je suis d'accord avec Antoine, j'imagine que là, nous, on a une liberté physique qui est quand même liée à notre époque et à nos références, surtout que les comédiens sont quand même tous très jeunes. Donc c'est aussi des références vraiment d'aujourd'hui, de comiques qui nous parlent maintenant. Enfin, quoi que maintenant, en même temps, je sais pas. Moi, je pense beaucoup. Je pense que les situations aussi sont extrêmes. Et du coup, ça nous incite à nous mouvoir avec tension et énergie, du coup. Voilà. En tout cas, en répétition, je crois que c'est ça ce qu'on a fait, et c'est ça ce que Justine a appuyé. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'elle nous a choisis, aussi, parce qu'on a tous on nous a beaucoup dit qu'on avait tous des physiques très différents, des grands, des petits, des choses comme ça. Et je crois qu'on est aussi beaucoup des acteurs physiques aussi. Enfin, moi, je sais que j'aime beaucoup bouger, je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là, donc je pense que c'est les deux, si tu veux. Je crois que c'est les situations du texte, et c'est aussi nous, en tant qu'acteurs, notre personnalité. Tu vois, il y a des acteurs qui sont immobiles. Bon, voilà. Lionel. Oui, je voulais demander, au niveau, on parlait du casting tout à l'heure, et pour vous, qui choisissez les comédiens, au travers de cette pièce, on voit, outre les qualités en tant que comédien que vous attendez pour jouer la pièce, il y a d'autres qualités. On a vu pour la musique, on a vu une forme de gymnastique qui est assez époustouflante. Et je veux dire, pour trouver l'adéquation, ça vous a pris du temps, parce que les comédiens qui font un peu tout, c'est quand même pas facile à... C'est vrai que le casting, entre guillemets, c'était la partie la plus longue, je trouve, du travail. Et c'est toujours, moi, tout m'expliquait, toujours la partie la plus longue, parce que je trouve que, à partir du moment où on a les acteurs qu'on veut, je sais pas, on se sent bien, en fait, la pièce, elle est là, quoi. Enfin, vraiment. Ça, je pense que le théâtre, c'est d'abord des comédiens. Bon, après, il y a plein de choses, mais ils portent une certaine vision artistique, un certain projet
Et c'est la partie la plus longue, c'est celle-ci. Il y a des comédiens, mais qu'on a vraiment longtemps cherché. Alors Antoine est arrivé très vite dans le projet. En plus, j'avais une amie qui avait travaillé dans un autre spectacle que j'avais monté, qui m'avait parlé beaucoup d'Antoine et qui me disait non mais vous entendriez bien, tout ça. Enfin, donc très vite, ça c'est voilà. Mais après, je sais par exemple le rôle de Eliseo avec les longs cheveux, on a super galéré quoi. On en a vu plein et c'était dur quoi parce que on cherchait quelque chose et après ce qui était génial, c'est que à chaque fois que quelqu'un rejoignait l'équipe, que je disais bon bah voilà maintenant on va travailler ensemble, toutes les auditions. Et du coup on a beaucoup travaillé aussi comme ça et finalement on a aussi trouvé aussi beaucoup les personnages en audition. Et les auditions c'est des moments hyper précieux. Et moi je trouve que c'est des moments où on travaille beaucoup et déjà on commence à réfléchir à des choses. Et c'est bien parce que c'est très longtemps avant et voilà, et Roxane et Antoine, Sol, Pascal, qui étaient vraiment dans le projet assez tôt, finalement ils ont quand même suivi tout. Turin, on a mis du temps aussi à trouver. Enfin, c'était long, mais ces procédés, ça permet d'affiner ce qu'on veut vraiment. Et Eliseo, on a mis du temps à trouver, par exemple, parce que dans l'écriture, il n'est pas très clair ce personnage. Enfin, c'est vrai, on avait un peu. C'était pas clair, quoi. Et du coup, on l'a aussi éclairci dans le texte avec Benjamin. On s'est dit aussi, bon, ça, il y a des choses, il faut que ce soit plus clair. Voilà. Donc la période d'audition, c'est toujours, dans tous les cas, toujours le truc le plus long. Mais pour moi, c'est vraiment une fois qu'on a tout. En fait, il y a plus. Il y a tout à faire, mais en fait, c'est déjà 90% du travail qui est fait. Parce que si les acteurs sont au bon endroit et dans le bon endroit de jeu aussi, et le bon diapason pour tout le monde, tout va bien, quoi. Vous avez des cours de chant au conservatoire ou pas? Oui. Oui, on a. Oui, on a des cours de chant. Ça peut expliquer aussi votre aisance vocale. Oui, bien sûr. Peut-être. Ouais, peut-être. C'est assez privilégié. Enfin, oui, on est privilégié parce qu'on a une heure et demie de chant à deux. Ce qui est assez, normalement, les autres écoles de théâtre, on est toujours 20 ou 25 pour un prof. Cours particulier, quoi. Ouais, quasiment cours particulier, du coup. Voilà. Du coup, voilà, on a des cours de chant. De danse aussi, d'escrime aussi, de clown, de clown. Le conservatoire en tout cas c'est une formation très complète. Ça dure combien de temps cette formation? Ça dure 3 ans. D'accord. Et c'est très axé sur. Il y a vraiment des cours d'interprétation, mais autour de ces cours d'interprétation, il y a vraiment tout un panel. C'est ça, ouais. De cours, des cours de l'histoire du théâtre, des cours de pensée du théâtre. Des représentations assez régulièrement. Voilà, d'accord. Ok, est-ce qu'il y a... Oui. Juste une question sur le choix des musiques. Est-ce que c'est vous qui les choisissez ou est-ce qu'il y a une concertation, enfin des idées aussi qui viennent des acteurs qui ont des idées soit de jeu de scène, soit de musique sur un morceau de texte? Alors moi, il y a toujours des concertations qui s'acteurs. non, mais moi je trouve que c'est extrêmement important que les comédiens s'approprient le spectacle. Et s'approprie du coup la pensée. Enfin, donc, moi je propose plein de choses, mais j'essaye de vraiment les encourager à proposer des choses et on discute beaucoup. Et je ne ferai jamais chanter à un acteur quelque chose qu'il n'aime pas, c'est impossible, ce serait vraiment pas possible. Donc du coup, moi j'avais une liste de chansons, puis il y avait le compositeur aussi qui avait des envies, tout ça. On a proposé aux acteurs cette liste, mais par exemple la chanson que Roxane chante du Velvet à la fin, là, ça c'est une idée de Roxane, vraiment. C'est une idée à elle est arrivée avec cette idée. Et puis après voilà, il y a toutes les chansons, on en a beaucoup parlé, on était très toxique. Sol, c'est vraiment une chanson qu'elle adore, que moi j'adore aussi, mais c'est vraiment, c'est très important. C'est pour ça que c'est bien chanté, c'est que c'est chanté avec amour. Moi je crois que. Ouais. Non, mais je pense Antoine il aime beaucoup la chanson de Todo qui chante par Tutti de Camille. Et tout le monde aime vraiment ce qu'il chante. Et donc c'est pour ça que c'est bien chanté aussi, c'est que chanter c'est vraiment, on se lâche, on se sent bien, c'est difficile de chanter, donc on se sent bien aussi quand on est bien avec ce qu'on chante, quoi. Voilà. Et il y a Clément, le régisseur, qui avait l'air de dire qu'il fallait bientôt. D'accord. Donc je suis désolée. Ok, non, mais vous n'avez pas été désolé, on vous remercie beaucoup, vraiment, pour votre présence. Merci beaucoup, encore, merci beaucoup.